Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi pour cette 73e et dernière rencontre de l'année de recevoir Bennimer et ses deux éditeurs que j'apprécie évidemment immensément et qu'on a reçus à de nombreuses reprises, Anne-Sophie Dreyfus et Gilles Rosier, donc des éditions de l'Antilope. Gilles qui a une double casquette aujourd'hui puisqu'il se retrouve traducteur également de Smoche, de ce livre-là, de ce livre de Benny, et qui est sorti le 1er octobre dernier. Pour débuter, on va peut-être commencer par tous les deux, justement, Anne-Sophie et Gilles, et notamment par rapport à la découverte de Bennimer, qui publie son premier livre donc, en France. On sait qu'il a été également traducteur, on en parlera tout à l'heure, mais comment vous avez découvert Bennimer? Ah, voilà comment. Voilà. Alors, je dois avouer une chose que nous n'avons pas découvert ce livre en nous promenant dans une librairie de Tel Aviv. Benny et moi, on se connaît depuis 15 ans peut-être, et on a beaucoup de choses en commun puisque Benny est traducteur du yiddish en hébreu, moi je suis traducteur de yiddish en français, donc on est tous les deux des yiddishistes, c'est par le yiddish qu'on s'est rencontrés, mais moi je suis aussi passionné par l'hébreu, et lui, il aime beaucoup la langue française puisque sa mère est francophone. Enfin bref, on a 3 langues en commun, et on n'hésite pas de les utiliser toutes les 3 pour communiquer l'un avec l'autre. Et on a une autre chose en commun, c'est la passion pour la culture, la Pologne juive. Et donc, quand j'ai lu le livre de Benny, j'en ai parlé à Anne-Sophie. Anne-Sophie était très enthousiaste aussi pour le publier en français. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Et une fois que je l'avais traduit, Anne-Sophie a aussi trouvé que c'était un livre magnifique. Tu me laisses le dire. Oui. Je n'ai découvert à quel point il était magnifique que quand j'ai dû l'éditer, donc j'étais trop contente. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait parler du parcours de Benny? Tu le connais depuis très longtemps, justement, Gilles. Comment tu l'appréhendes en tant qu'écrivain? Il a été journaliste, mais en tant qu'écrivain, c'est la première fois donc, qu'il écrit un livre. On pourrait l'appeler quasiment roman parce que ça se lit comme un roman. Ou en tout cas, on essaye d'appréhender cette rue tout au long du livre. Mais est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu as craint à un moment donné de publier un premier texte d'un ami? Alors déjà, mais Benny vous en parlera mieux que moi, Benny a publié un recueil de nouvelles il y a pas mal de temps, avant que je le connaisse d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas tout à fait son premier livre. Non, d'apprécier des amis et de ne pas les publier parce que je considérais que ça représentait un risque pour notre amitié. Mais avec Benny, je n'ai pas eu cette crainte. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, ou alors c'est peut-être un peu trop intime comme question, mais en tout cas, j'ai eu la sensation que tout se passerait très bien. Et je ne sais pas pour Benny, mais en tout cas pour moi, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Alors, Benny, justement, est-ce que vous désirez intervenir par rapport à votre relation avec l'Antilope et comment vous avez décidé d'envoyer également ce manuscrit? En tout cas, comment la passation de manuscrit s'est faite entre vous deux? Et alors, je pense que c'est réciproque. Je suis très reconnaissant, bien sûr, envers Gilles, envers Anne-Sophie. C'est vraiment, je ne savais pas comment ça sera accepté et en France. Et c'est parce que l'histoire, parce que le livre mêle de thèmes israéliens également. Et puis, je suis toujours curieux de savoir, plus de ces réactions. Et puis, bien sûr que je connais l'Antilope depuis longtemps et je pense que c'est vraiment la maison parfaite pour Smoche. Elle se sent à la maison. On vous pose souvent la question, et vous le dites d'ailleurs dans le livre, ça vous agace peut-être, mais elle est essentielle. Pourquoi vous avez choisi de donner une voix à ces petites gens d'une rue entière? Et bon, alors je pense que c'est l'histoire qui est à la fois typique, et ça veut dire c'est l'histoire de la Varsovie juive, d'entre-guerres surtout. Et donc, ça donne
une image de cette communauté immense qui, qui, était composée de 300 000 pardon, et habitants juifs de Varsovie. Et à la fois, c'est aussi les petites histoires de ces petits gens. Et je le trouvais fascinant, je le trouvais très important parce que d'habitude, on raconte, si on raconte déjà l'histoire de cette Varsovie juive, alors on raconte l'histoire de Marek Edelman ou de ces héros du ghetto, ou plutôt de l'histoire de l'Holocauste. Et je pense que les histoires timides de ces habitants, et ils sont assez cachés. Et je pense que ça m'a donné plein de joie de le découvrir moi-même et le faire découvrir au lecteur. Je me permets juste d'intervenir, Benny. Oui. Je voudrais préciser qui est Marek Edelman, parce que tu sais, en France, les gens n'ont pas la même culture qu'en Israël. Marek Edelman, ça a été un des combattants du ghetto de Varsovie, et le deuxième, je crois, le sous-commandant, et un des survivants surtout. Et il est mort en Pologne il y a quelques années. Il a vécu toute l'après-guerre en Pologne, et donc c'est vraiment un des grands héros du ghetto de Varsovie. Voilà, c'est une petite parenthèse juste pour que tout le monde puisse suivre. Oui, tu as raison de le faire. Oui, alors si on connaît l'histoire de Varsovie, alors c'est plutôt l'histoire du ghetto de Varsovie. Et non, alors je pense que ces habitants qui sont trouvés à la fin, la plupart se sont trouvés au ghetto de Varsovie, mais ils avaient tous des histoires qui méritent de les raconter. Et puis, c'est plus que 15 minutes de gloire qu'a promis Andy Warhol. Je n'entends pas. Pardon, j'étais en sourdine. Pour quelle raison avez-vous décidé de choisir un tissu narratif à la première personne comme une visite guidée, comme vous le dites également dans le livre? Vous allez tout simplement nous décrire rue après rue ces immeubles, ces habitants. Comment l'idée vous est-elle venue? Est-ce qu'il y avait une tentation à un moment donné d'en faire un véritable roman? Alors, je pense que vraiment, je suis à la fois les guides qui montrent les événements, qui montrent les images de cette rue, mais je pense que je suis un habitant, en parenthèse, je ne sais pas si je peux oser de le dire, mais je suis un habitant de la rue Smocze. Je pouvais être un habitant de la rue Smocze. Je pouvais être un juif polonais de cette époque. Et puis, après tant de recherches, après que je suis plongé dans ces matériaux, alors je me sens à l'aise. Et dans le bazar, dans le théâtre, dans la synagogue même, oui, toutes ces institutions de la rue. Justement, par rapport à ce matériau et par rapport à vos recherches, comment vous avez travaillé ce sujet qui était extrêmement difficile, puisqu'il se passait déjà il y a de nombreuses années, et notamment pour les témoignages que vous avez recueillis? Alors, la plupart, c'est vraiment mes sources principales sont de la presse, surtout en yiddish, parce que à cette époque, il y avait plusieurs journaux en yiddish. Et c'est heureusement le journal, lorsqu'il raconte d'un événement dans la rue Smocze, alors il précise le nom de locataires, le nom des habitants, et puis l'adresse exacte, ce qui n'est pas connu dans nos jours. Et puis, alors, ça, c'est vraiment, c'est une source principale. Et un principe, oui. Et puis, dans la littérature yiddish, il y a pas mal des histoires, de notations et tout cela aussi. Alors, c'est vraiment, j'étais très riche et j'avais plein de sources et de la littérature, de la presse,
mais malheureusement, je trouvais très peu de témoignages de la rue parce que, comme vous comprenez, et ces habitants ne vivent plus. Même un enfant de la rue qui s'appelait Nechama Kouriski, elle est décédée il y a un an et puis elle était vraiment la dernière de mes témoignages de la rue Smoche. Donc, il y avait la presse, il y avait la littérature et il y avait d'autres sources. Peut-être on va les nommer et après. Je reviens justement sur cette première source, c'est la presse yiddish, qui à cette période est en recrudescence. Véritablement, il y a énormément de papiers où certains journaux sont même tirés à plus de 100 000 exemplaires. Mais il y a également de l'autre côté une hausse des actes antisémites qui s'explique notamment par l'émergence du peuple juif dans cette partie européenne, où on voit évidemment un intrus, où on voit un obstacle au peuple national, au peuple polonais. Est-ce que véritablement vous avez traduit cela? Est-ce que vous aviez eu la tentation d'en faire également un diaporama ou en tout cas un postulat pour montrer à quel point l'antisémitisme était également présent en 1930? Alors, c'est une question très bonne et très compliquée. Bien sûr, la réponse est encore plus compliquée. Et dans un des chapitres de ce livre, j'essaie de raconter les relations entre les juifs et les non-juifs de la rue. Bien sûr, il faut se rappeler que la rue Smoche, c'est une rue juive. J'ose le dire parce que vraiment 93% de la population était juive. Et il y avait les concierges, pas beaucoup plus que ça, qui étaient non-juifs dans cette rue. Donc, c'était comme un ghetto, une sorte de ghetto avant l'être. Et puis, mais pourtant, il y avait des relations, bien sûr, il y avait des relations entre le mouvement de la jeunesse et des habitants qui, bien sûr, qui ont coopéré avec de non-juifs. Bien sûr, c'était pas... J'aurais dit que plutôt... Et il y avait les noms il y avait la mauvaise réputation de Smoche qui a dérangé les gens de y pénétrer la rue, les frontières qui n'existaient pas. Mais si les gens si les gens savaient de communiquer avec ses habitants, je pense que c'était beaucoup plus ouvert qu'on y pense. Il y avait quand même, oui, voilà, vous racontez en effet qu'il y a une sorte de communauté en vase clos, mais vous racontez également que Albert Londres disait qui était passé, disait il y avait une énorme pauvreté et une énorme détresse. Vous mesurez un petit peu plus cela, vous affichez également qu'il y avait également des personnes un petit peu plus aisées, qu'il y avait du commerce, qu'il y avait un théâtre, une synagogue. Vous mesurez, vous nuancez les propos des écrivains ou des personnes qui ont assisté à ces scènes-là ou à cette vie-là. Oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est bien sûr qu'on connaît tous l'histoire de la pauvreté, de la densité de ces quartiers-là, de la rue Smoche également. Mais je pense que c'était beaucoup plus que ça. Il y avait comme vous avez dit, il y avait la richesse et la petite richesse même, et que la richesse quotidienne, j'aurais dit, que le livre est consacré vraiment à ces sortes. Et puis, oui, c'est ça. Je m'excuse de mes fautes, je m'excuse, je m'exprime assez mal, mais oui, mais
Oui. Non, non, vous vous exprimez très bien, Benny. Vous êtes très dur envers vous-même et dans le livre aussi, puisque vous faites une immense part d'introspection et notamment quand vous dites, je vous cite, je m'occuperai des gens de se mocher car je n'ai pas le courage de me confronter aujourd'hui à des situations comparables, d'aider des gens malades ou criblés de dettes qui vivraient à mon époque et tout près de chez moi. Avec une question, avec une interrogation, mais on sent chez vous je ne dirais pas un malaise, mais en tout cas une sorte de pudeur. Je pense que c'est le bon mot, de pudeur à aller chercher dans ces vies-là, dans ces vies anciennes, dans ces témoignages-là, dans ces immeubles-là. Est-ce qu'il y a véritablement cette pudeur chez vous? Euh, enfin, peut-être j'avoue, il faut avouer, mais c'est vrai que je me sens à l'aise avec ces gens-là. Je ne sais pas si ailleurs aussi ou pas, ou je sais pas. Donc, peut-être c'est une question à poser mes éditeurs. Est-ce que je peux intervenir sur le sujet? Bien sûr, Gilles. Connaissant bien Benny, la phrase que tu as lue, Anthony, on peut l'interpréter de la manière suivante, c'est-à-dire que le fait même que Benny voir s'il serait capable de se mettre à des gens dans la détresse à côté de chez lui, montre qu'il s'y intéresse. C'est une des personnalités les plus empathiques que je connaisse. Donc, il a de l'empathie pour les gens de Varsovie, mais il a aussi de l'empathie pour les gens des quartiers pauvres de Tel Aviv. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu? J'espère, enfin. Oui, oui, c'est bon. Et justement, par rapport au travail de traduction à tous les deux, puisque Benny parle excellemment français, comment vous avez travaillé ensemble pour cette traduction, puisque Anne-Sophie s'est occupée de l'éditorial, pour le coup, mais Gilles en a fait la traduction. Alors, en fait, déjà, on a écrit sur la couverture traduite de l'hébreu, mais à l'intérieur du livre, dans les premières pages, on a précisé que les sources que Benny avait récupérées du yiddish, c'est-à-dire la presse yiddish de Varsovie ou alors de poèmes yiddish traduits, des nouvelles yiddish traduites, eh bien, évidemment, je les ai traduites directement du yiddish. On n'allait pas faire une double traduction. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que, évidemment, quand j'ai des interrogations sur la traduction, je n'ai pas hésité de demander à Benny. Le plus difficile, c'était sans doute, vous savez, en hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc, tous les noms propres, j'ai demandé à Benny de les vérifier parce que, notamment les noms polonais, un O et un OU en hébreu, ça s'écrit de la même manière. Enfin bon, il y a un A et un E souvent de la même manière. Enfin bref. Donc il fallait vérifier tous les noms pour qu'en graphie latine, ça redevienne des noms polonais et non pas des noms polonais translittérés en hébreu et retranslittérés en français de l'hébreu. Et donc ça a été aussi un travail, ce qui c'est pas un vrai travail de traduction, mais il fallait être un petit peu attentif. Et sinon, je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour le reste. Une fois que j'avais traduit, qu'est-ce qu'elle a fait? Devant quel jeu de massacre elle s'est confrontée? Non, non, pas du tout. Ça, c'est la pudeur ou la timidité de Gilles. Non, non, Gilles a été très fidèle à la traduction de Benny. Alors, je mesure quand même un petit peu parce que je lis mal, mais je lis quand même l'hébreu. Et Benny a une culture. Hein, Benny, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais une culture israélienne à tendance rabbinique, je dirais, dans le texte. Ça n'est pas la même façon d'écrire que dans un roman, justement. Et en hébreu, déjà, le travail avait été fait de rendre évidemment la lecture aisée à un lecteur israélien. Mais le lecteur israélien lui-même est aussi assez sensible à cette façon de procéder que j'appelle rabbinique, pour résumer, mais en fait qui est travaillée par association et pas forcément comme on est en France, rationnel, avec une idée par phrase, etc. Et donc voilà, c'était de ramener ce texte qui peut sembler parfois un peu compliqué à des Français, de le rationaliser en conservant la trame romanesque, qui n'est pas un roman, mais qui peut
comme tu le disais, Anthony, qui doit être lu comme un roman. Voilà, c'est un peu ça le travail. Quand il a lu ma traduction, on va peut-être le laisser parler aussi, Benny, mais il m'a dit, tu en as fait un livre très français. C'est vrai que la musique a changé complètement. Ouais. Et j'ai eu l'impression que j'écoute un ton proustien ou quelque chose pareil. C'est vrai. Alors, effectivement, j'ai essayé de transposer parce que pour un lecteur français qui est, enfin, bon, j'espère que je ne vais pas trahir quelque chose en disant que Benny n'a pas eu l'éducation la même que la mienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé au lycée, il n'est pas allé à l'université. Il a fait ses études dans des écoles du réseau religieux israélien. Un esprit beaucoup ludique. Alors que moi, je suis vraiment un élève de la France cartésienne. Et donc, il y avait certaines... des fois, je relisais certaines phrases en essayant de comprendre. Benny, il procède énormément par allusion, en fait. Et j'avais la sensation que pour un sujet qui était déjà un peu étranger au lecteur français, procéder par allusion, ça allait être pas suffisamment clair. Donc, je pense qu'un certain nombre de fois, on a essayé d'éclaircir de façon à sortir d'une sorte de flou, parce que le flou créé par cet univers de la Varsovie juive était suffisant, je pense, pour le lecteur français. Je ne sais pas, bon, quand Benny m'a dit qu'on a fait un livre très français, j'ai pris peur, parce que je me suis dit, peut-être est-ce que je l'ai trahi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Benny, mais... Oui, mais you're fishing for compliments, mais donc je t'ai trahi. Mais okay. tu mérites, tu mérites tout le compliment, c'est vrai. C'est vraiment, c'est un livre français, ça c'est le plus grand compliment, je pense, à mon avis. Je rebondis puisqu'on a parlé de Proust à l'instant. Vous avez apparemment traduit Flaubert en yiddish, si je ne m'abuse. Non, en hébreu. Non, en hébreu, autant pour moi. Justement, comment on arrive à traduire un tel auteur ma question était plus sur le yiddish, donc là, ça tombe à l'eau, évidemment. Mais Flaubert en hébreu, est-ce que justement la musicalité également change? Est-ce qu'elle mue? Est-ce que là, pour le coup, Flaubert serait devenu un auteur israélien? Non, bien sûr que pas. Et c'est la grande question de la traduction toujours. Donc, si la musique doit rester pareille ou si elle doit changer, bien sûr que ça doit sonner. Et le Flaubert israélien doit sonner naturellement, c'est ça? Et il doit sonner comme il était un écrivain israélien. Mais bien sûr, de cette époque-là, avec ses bagages et avec tout cela. Et mais je pose cette question chaque fois que je traduis. Donc, ce n'est pas uniquement Flaubert, c'est Sholem Aleichem. S'il doit sonner et s'il doit avoir l'accent yiddish. Il y a des gens qui disent que ça ne sonne pas yiddish. On ne sent pas l'origine yiddish de ces textes. Mais je pense que ça ne doit pas avoir l'aroma de yiddish. Ça doit être comme si Sholem Aleichem ou Flaubert ou quel auteur que vous voulez avait écrit en hébreu. Vous dites, je reste sur le domaine de la langue parce que j'ai souligné beaucoup de passages de votre livre, mais notamment celui-ci où vous dites, après tant d'années à parler hébreu, tant d'efforts fournis à gommer l'identité de juifs de diaspora, il lui était difficile de revenir à cette langue, fût-elle sa langue maternelle. Justement, par rapport à cette question du langage qui est si importante entre le yiddish, l'hébreu, comment vous vous situez par rapport à cela? Vous faites parler justement un personnage, mais est-ce qu'aussi cette langue, cette dualité de langue, justement, est-ce qu'elle est tout aussi importante pour vous? Oui, bien sûr. Alors, j'ai écrit ça au rapport de cette Nechama Kouris, qui est la fond de la rue Smoche,
j'étais enthousiasmé de parler dans la langue de la rue parce qu'il y avait un accent unique et de Varsovie, de ces quartiers juifs de Varsovie. Donc, j'étais déjà prêt d'avoir une conversation varsovienne. Et puis, non, elle a voulu parler l'hébreu. C'était une conversation en hébreu. Ça m'a un peu déçu, mais j'ai bien compris les raisons. Et puis, j'ai bien compris parce que c'est le cas de mon père, par exemple, qui est né en Pologne pas avant la guerre. Et puis, en arrivant en Israël, et en 1949, il était obligé de transformer, de se transformer, de parler l'hébreu, d'oublier de beaucoup de sens et sa langue maternelle. Donc, je pense que c'est vraiment que ça m'a touché. Et ça m'a touché, ça m'a intrigué de chercher sa langue maternelle, ses origines aussi. Moi, j'ai l'impression je voudrais apporter un petit bémol de mon expérience en France, qui n'est pas la même que l'expérience israélienne. À la bibliothèque yiddish de Paris, où j'ai travaillé pendant longtemps, quand j'essayais de parler yiddish avec des vieilles dames qui venaient, qui se parlaient yiddish entre elles, elles me répondaient systématiquement en français et j'avais la sensation, parce que pour elles, c'était la langue de là-bas. Et que comme moi, je n'étais pas né là-bas, eh ben, on ne pouvait pas parler avec moi la langue de là-bas. Et parce qu'entre elles, elles se parlaient en yiddish. Parce que elles étaient toutes les deux de là-bas. Voilà. Il y a aussi, je pense, cette notion. C'est que toi, tu étais trop jeune pour qu'on s'adresse à toi en yiddish, d'une certaine manière. Oui, c'est possible. C'est possible. Elle n'est complètement pas habituée de parler, de pratiquer la langue. Et bon, elle est morte déjà, mais elle n'était pas habituée de pratiquer la langue. Et puis, même en racontant les histoires de la rue, même en racontant tous ces détails, toutes ces couleurs, toutes ces odeurs de Loris Moche qui m'étaient très, très, très aperçus. Oui, aperçus. Imprécis, oui. Eva? Oui, c'est ça. Bonsoir à tous, bonsoir Béni, bonsoir Anne-Sophie et Gilles. Comme d'habitude, c'est un plaisir d'être là. Béni, votre livre est très foisonnant, il y a énormément de personnages, il y a beaucoup d'habitations, il y a beaucoup de vies et de lieux. Et en lisant en fait votre livre, je me demandais si vous auriez envie d'en faire un documentaire ou peut-être même une série. Alors, c'est une question assez intéressante parce que avant d'écrire le livre, et je pensais de créer une exposition de la rue Smoche. Et là, j'ai compris qu'il y a beaucoup, très peu de, je ne sais pas comment on dit, artefacts, des objets de la rue. Il y a très peu des objets, il y a très peu des images même de la rue, parce qu'on n'a pas photographié la rue. C'était une rue comme d'autres rues presque. Donc, avant la guerre, on n'a pas photographié en principe la rue Smoche. Donc, il y a très peu d'images, très peu de témoignages et puis et des films. Alors, c'est par hasard que j'ai découvert 15 secondes du bazar de la rue Smoche parce que là, j'ai déjà connu l'image de ces bâtiments de la rue Smoche 28. Alors, c'est pour ça que j'ai reconnu un morceau de film des amateurs. Et puis, donc, je pense que le médium, ça se dit en français, je ne sais pas, oui, qui est plus, qui était le moyen le plus accessible à moi, c'était raconter l'histoire, c'était écrire un livre. Donc, je sais vraiment pas si on peut
on peut créer un documentaire comme Ruth Zilberman a fait avec oui, c'est ça, avec la rue Saint-Maur. Alors, Oui, tout à fait. oui, c'est ça. Parce que le bâtiment de la rue Saint-Maur existe, même si les habitants sont différents, mais les bâtiments existent. Mais à Varsovie, rien n'existe. Même la rue Smocze, il fallait le dire, parce que la rue Smocze était écrasée, était détruite. Et puis, il y a une rue qui s'appelle aujourd'hui Smocze, mais c'est Smocza en polonais. Oui, c'est complètement, c'est une rue nouvelle, c'est une nouvelle rue. Donc, et les habitants, bien sûr, sont complètement. Donc, je ne sais pas, c'est une question qui vous pouvez poser peut-être pas à moi, mais je ne sais pas. Oui. Oui. Il faut peut-être préciser... préciser que Varsovie a été une des villes les plus martyres de la Seconde Guerre mondiale, puisque l'emplacement du ghetto a été détruit systématiquement quasiment à 100% après le soulèvement de 1943. Hein. Les nazis ont vraiment voulu raser intégralement, à part peut-être une église qui restait debout. Et après, la ville de Varsovie s'est soulevée en août 1944. À ce moment-là, il y a eu des bombardements, etc. Et en fait, l'intégralité de la ville de Varsovie a été détruite à 90%. Une partie a été reconstruite, notamment la vieille ville, sur des plans de la Renaissance, je crois, en tout cas des gravures de la Renaissance. Mais tout ce qui était l'ancien ghetto n'a pas du tout été reconstruit à l'identique. C'est devenu des bâtiments des années 50, comme on a construit dans toute l'Europe à l'époque. Est-ce que justement, depuis la sortie du livre, je ne sais pas si le livre est sorti ailleurs qu'en France, il ne me semble pas encore en tout cas, mais j'aimerais bien savoir si le livre compte sortir en Pologne ou en Israël et quel ressenti Benny pourrait-il avoir là-dessus, mais surtout, est-ce que depuis la publication du livre en France, est-ce que des témoignages nouveaux sont venus peut-être de juifs qui sont polonais et qui sont venus en France, qui ont émigré en France ou ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des lettres, des témoignages de personnes qui vous ont dit nos parents y étaient, on peut vous raconter quelque chose de supplémentaire là-dessus? Gilles, Anne-Sophie, est-ce que vous avez reçu... Non, on n'a eu aucun retour Non, personnellement. Retour. Je précise que le livre est sorti en Israël. Hein. Il n'est pas sorti en Pologne, mais il est sorti en Israël avant de sortir en France. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'après que le livre a été paru en Israël, alors j'ai reçu pas mal de mails, après des conversations avec des gens qui, bien sûr, leurs parents habitaient la rue Smocze. Et puis, j'ai reçu un dessin et il y avait une source d'information très importante parce que là, j'ai compris que en écrivant le livre, je me demandais s'il y avait des écoles qui étaient actives dans la rue, mais là, je n'ai pas trouvé la réponse. Et il y a quelques mois après l'apparition de livres en Israël, alors j'ai découvert qu'il y avait 4 écoles au coin de la rue Smocze, en coin de la rue Smocze et Novolipki. Et puis, il y avait 2 écoles polonaises juives, ça veut dire des écoles juives, mais en polonais, la langue était polonais. Et puis, un autre en hébreu, l'école Tarbut. Et le 4e, c'était le Tisho, l'école en yiddish. Donc, il y avait toute la variété de la culture, des questions de langue de Varsovie. Et il y avait plusieurs accords oui. Merci. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Anne-Sophie, Gilles et bonsoir Benny. En lisant votre livre, Benny, on se doute et on sent qu'il y a une somme immense de recherche. Et je me demandais en fait comment vous aviez finalement, vous étiez organisé pour structurer en fait l'ensemble de ces recherches et donner lieu finalement au livre qu'on a entre les mains, nous, parce qu'il y a une somme telle d'informations que vous avez dû récolter que finalement ce travail final,
est quand même assez extraordinaire dans la construction. Et donc, je me demande comment vous avez fait pour construire et organiser toutes vos recherches. Et je rajoute notamment par rapport au fait que chaque chapitre est un numéro de la rue et donc certaines informations, évidemment, pouvaient se décupler dans différents endroits, dans différents journaux. Donc, la masse de travail était encore plus folle par rapport à cette structure que vous avez choisie, qui était tout à fait inédite. Je ne crois pas avoir déjà entendu parler d'un livre, une biographie de rue. On en parlera peut-être tout à l'heure avec Isaac Bashevis-Singer, mais en tout cas, pas dans cette structure-là. Alors, il faut avouer que et, la source principale, c'était l'index de... Enfin, je vais commencer autrement. Et il y a tous les journaux en yiddish qui étaient scannés. Et il n'y a pas longtemps. Et on peut les trouver dans le site de la Bibliothèque nationale d'Israël, en Jérusalem. Donc, vous pouvez lire des milliers de pages de ces journaux. Et puis, heureusement, vous pouvez chercher pas seulement la rue Smochel, mais aussi également la rue Novolipki ou bien une autre communauté aussi, donc d'après des modes de recherche. Donc, de ce point de vue, ce n'était pas si difficile parce que je trouvais directement, je trouvais des parutions de la rue Smochel dans ces journaux. Et bien sûr que c'était après le travail de reconstruire l'histoire, d'après les époques, d'après les bâtiments de la rue, d'après les thèmes différents. Mais c'était très intéressant. Bien sûr qu'il faut savoir, il faut bien pratiquer la langue parlante de cette époque, ça veut dire le yiddish. Et comme je parlais pas très bien le polonais, je ne pratique pas la langue polonaise. Alors, il y avait des amis polonais qui m'ont aidé de trouver d'articles en sujet de la rue Smochel. Mais vraiment, la plupart étaient d'articles d'histoire, des reportages en yiddish. Alors, j'espère que j'avais répondu. C'est vraiment si vous cherchez, alors ça s'appelle Gilles Sophie, est-ce que vous savez comment le Mafter Chitonut Yiddish? Bon. Index de la presse yiddish. C'est ça. Alors c'est vraiment c'est un trésor et de sources pour l'historien, pour chacun qui fait des recherches. Pourquoi vous avez choisi d'ailleurs cette période-là, l'entre-deux-guerres, qui n'était pas forcément une période que vous auriez pu choisir? Vous auriez pu choisir beaucoup de périodes, notamment au début du XXe siècle. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle a eu comme écho en vous? Alors, je pense que c'est vraiment la plus grande drame du judaïsme polonais. Ça veut dire de la métamorphose de juifs polonais. Et si on parle de juifs polonais au début de 20e siècle comme des cordonniers, comme des melamdim, ça veut dire des enseignants de la Torah et tout cela. Et alors, après la Première Guerre mondiale, il y a toute l'histoire de ces mouvements socialistes, de ces mouvements laïques, de ces mouvements sionistes également, et qui ont conquis la rue juive en Varsovie. Et puis, je pense que c'est vraiment, si vous voulez, alors, ma famille était c'est un bon exemple parce que mon grand-père était un juif chassid, ça veut dire chassidique, ça veut dire vraiment qui parlait que le yiddish. Et dans un petit shtetl
pas loin de Varsovie, mais ces enfants parlaient déjà le polonais, parlaient le yiddish aussi, mais quelques on parlait déjà l'hébreu. Ils sont allés dans les écoles laïques, oui, polonais. Donc, c'est vraiment la plus grande drame de ce judaïsme et c'est très proche. Je connais bien l'histoire. Oui. Sandra, tu voulais rebondir sur ta question, pardon. Non, non, mais pas de problème. Non, je me demandais, Béni, si c'était pour vous une évidence justement c'était un peu aussi la question tout à l'heure d'Anthony, si c'était une évidence pour vous d'organiser par numéro de la rue Smotché, si c'était une manière plus simple aussi d'aborder l'histoire de la rue. Et puis, une deuxième question, j'en profite. Finalement, combien de temps vous avez mis entre vos recherches et l'écriture de votre texte? Alors, oui, c'est possible que c'est plus facile, cette manière d'organiser les matériaux, pardon. Et puis, oui, alors, c'est fort possible, mais je pense que j'avais cette image d'une visite guidée dans la rue qui n'existe plus. Et donc, je pense, moi, je trouvais ça le moyen favorable. Ça, c'était, oui, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais moi, j'étais pris d'idée. Et puis, You're fishing for compliments. C'est vrai, j'avoue. J'avoue, je connais. Et puis, c'est 1 an ou 2 ans un an plus qu'un an de recherche. Et puis, c'est encore 1 an d'écrire l'histoire. C'est vrai que. Mais c'est comme il n'y a pas un site archéologique ou même pas, il n'y a même pas un site historique pour visiter. Alors, la plupart étaient en face de mon ordinateur. Ça veut dire moi et mon ordinateur. Bien sûr que ça, il y avait après tout le recherche dans la Bibliothèque nationale de Varsovie, les archives de Varsovie, ailleurs, ou en Israël aussi, j'ai trouvé pas mal de documents consacrés à la Russe. Mais j'aurais dit que le principal, c'était moi et l'ordinateur. Et je me sens très bien comme ça, c'est vrai. Hélène? Oui, je voudrais d'abord dire que là, vous venez de prononcer, Béni, le mot archéologique. Et justement, quand j'ai lu ce livre, au début, j'étais assez surprise. J'ai bien compris votre intention de décrire ce monde qui a disparu et de redonner vie aux gens. Mais en effet, le fait que vous nous preniez par la main pour nous conduire d'immeuble en immeuble, de croisement en croisement, on avance, on avance, on avance. Très souvent, je me suis reportée au plan que vous avez donné au tout début, quand vous disiez et au coin de Smotché, de telle rue, j'avais envie de regarder où c'était. Donc, c'est comme de l'archéologie, mais avec de la chair en plus, parce que les gens que vous avez décrits, vous êtes allés à plusieurs reprises voir qu'est-ce qu'ils étaient devenus, et vous avez fait des recherches aussi à Yad Vashem pour savoir s'il y avait une Daf Ed ou pas, et si ce nom revenait. Donc, c'est à la fois de l'archéologie, mais humaine. Enfin, c'est pas des pierres, quoi. Vous n'avez pas expliqué les pierres et qu'est-ce que les gens mangeaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient pas, est-ce qu'il y avait ceci, cela. On est vraiment dans une archéologie d'un type, pour moi, nouveau. Je trouve que c'est extraordinaire c'est un style d'écriture que je ne connaissais pas, et c'est un style de narration sur un monde perdu qui est génial, qui est nouveau, quoi. Je ne connais pas d'autres textes en tout cas, si ça existe, j'aimerais bien connaître, mais pour moi, vous avez comme inventé un genre en vous plongeant dans un passé
très particulier et en essayant de donner vie à des gens qui ont disparu. Voilà. C'est ça que Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très touchant. Et pour moi, ce n'est pas l'archéologie, pas du tout. C'est vraiment pas l'archéologie. Pour moi, c'est un sujet très vivant. Je me sens très. Ces tableaux, ces images sont très, très vivants et en face de mes yeux. Et toujours, mais surtout en écrivant le livre. C'est vivant aussi quand on le lit, quand on parle du théâtre, des querelles entre les artistes et des différents genres. Moi, je ne suis pas du tout de cette culture yiddish, mais ça me parle, ce que vous avez expliqué. On voit les gens et on imagine, comme dans n'importe quel théâtre, il y a des coquetteries, il y a des disputes entre les comédiens. Certains sont meilleurs que d'autres ou pensent être meilleurs que d'autres. Et là, vous nous avez rendu ça vivant. Donc, c'est un livre que j'ai lu par petites touches. J'aurais jamais pu tout lire d'un coup, c'est trop lourd. Mais donc j'ai lu 20 pages et encore 20 pages et j'ai avancé dans la rue. Il y a des fois où j'ai reposé, c'est trop triste. Et puis j'ai repris. C'est vraiment un genre. J'espère que c'est pas trop triste. Non, c'est pas trop triste, mais il faut s'arrêter un moment pour le reprendre. Voilà. Oui, oui. Écoutez, je suis assez snob envers de notre théâtre qui n'est pas loin d'ici, à Tel Aviv, le théâtre Abima. Alors, il y a des pièces que je suis un peu comme ça suspect, mais j'aurais donné des sommes pour participer des pièces de théâtre kitsch, mélodrame de ces théâtres de la Russe. Oui. Je me permets juste de faire les sous-titres par rapport à ce que Hélène dit tout à l'heure. Hélène a évoqué Yad Vashem, donc je précise pour les personnes qui ne connaissent pas qu'il s'agit du musée mémorial de la Shoah israélien, qui est une très grande institution, très importante, et qui a notamment eu une initiative peut-être dans les années 50, je ne sais pas si tu sais, Béni, Hélène a parlé des DAF-Ed, et donc en fait, Yad Vashem a invité toutes les personnes qui avaient connaissance du souvenir de leurs proches, des gens assassinés pendant la Shoah. Eh bien, les gens étaient invités à venir remplir une fiche, une feuille, pour dire voilà, c'était mon oncle, il habitait à tel endroit, il était le fils de une telle et de un tel, il vivait à tel endroit et il a été assassiné dans les suivantes, ou alors, la dernière fois que j'ai eu connaissance de lui, il était à tel endroit. Voilà. Et c'est un des matériaux que Béni a utilisé pour savoir ce qu'étaient devenus toutes ces petites gens qu'il rencontre dans la rue Smotché entre les deux guerres, et il s'intéresse systématiquement de savoir leur destin ensuite. Et c'est effectivement, quand Hélène a dit cette magnifique phrase, vous avez mis de la chair sur un site archéologique, c'est précisément, enfin, j'ai trouvé ça très bien dit et tout à fait pertinent. Et si je peux ajouter, alors, c'est très intéressant, c'est très triste à la fois, que la plupart de ces gens dont je raconte leur histoire dans la rue Smotchen, et je n'ai pas trouvé parmi les noms de Yad Vashem. Ça veut dire qu'il y a des familles entières qui étaient effacées, qui étaient vraiment effacées de la mémoire collective. Et même l'héroïne de ce livre, cette Chayal Heller, la sœur de Binem Heller, le poète. Et puis, même elle, il a écrit des poèmes de Chayale, mais je n'ai pas trouvé les noms de Chayale parmi les noms de Yad Vashem. Donc, on ne sait vraiment pas ce qu'était son destin. C'est pour ça que ce n'est pas un roman, parce qu'en fait, on connaît beaucoup de personnages au fil de la lecture. Les gens arrivent et puis les personnages disparaissent. Si c'était un roman, l'écrivain aurait continué, il aurait expédié celui-ci là, il aurait donné tel destin à celui-là,
Mais là, le personnage arrive et malheureusement, il disparaît. Vous avez cherché d'aller un peu plus loin. Soit il y a une fin qu'on connaît, mais dans la très grande majorité des cas, on est obligé, hélas, de voir que la fin, ça a été le meurtre. Enfin, ils ont été assassinés, mais il n'y a aucun témoignage. Il n'y a même pas le témoignage sur ça. Donc, heureusement que vous les avez mentionnés. C'est vraiment c'est une expression banalisée en français, le devoir de mémoire, mais là, il y a quelque chose quoi, de ça. Vous les avez mentionnés. C'est pas qu'ils revivent, mais ils ont existé. Vous mentionnez qu'ils ont été sur cette terre et qu'ils ont fait ça, ça, ça. Voilà. Donc c'est très fort. C'est un récit très, très, très puissant et dur, puissant et utile quoi pour la mémoire aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. En accord total avec les propos d'Hélène, en effet, elle a totalement raison sur tous les points qu'elle a évoqués. Je reviens, Béni, sur votre préface aussi, où vous faites ce parallèle. Alors, vous dites que ce parallèle est grossier. Je ne l'ai pas trouvé grossier pour ma part. Mais vous faites ce parallèle avec la société israélienne où se trouve à Tel Aviv, dans le quartier de la gare routière, des immigrés soudanais ou érythréens, en comparaison justement avec les Juifs et les Polonais à l'époque, le fait qu'on les voyait d'un mauvais œil, ou en tout cas qu'ils étaient ghettoisés dans ce sens-là. Justement, est-ce que pourquoi vous qualifiez tout simplement cette comparaison de grossière, alors qu'au contraire, je l'ai trouvée extrêmement juste, extrêmement poignante, pour nous montrer à quel point ces immigrés-là n'auront pas peut-être la chance d'avoir un Bénimer qui racontera leur histoire. Et, bon, alors je peux seulement m'excuser d'avoir utilisé cette expression, mais enfin, vous savez, de temps en temps, on nous accuse de faire des amalgames. Des amalgames, bien sûr. Et entre là et ici, entre le ces-on là, et puis donc je pense que c'est bon. Enfin, je ne me souviens pas exactement pourquoi j'avais utilisé cette expression, mais je pense que c'est la faute du traducteur, ça. Non, non. Non, je plaisante. Non, mais après, peut-être que tout simplement, c'est votre modestie, ou tout simplement, vous ne vouliez pas faire une comparaison trop brute ou trop... je ne sais pas si, Gilles, tu te rappelles de ce passage qui est quasiment au tout début du livre? Oui, bien sûr. C'est intéressant que tu en parles, Anthony, parce que moi, je m'étais interrogé de savoir si on allait le garder ou pas, hein, si on n'allait pas suggérer à Béni de l'enlever. Et donc, je suis très heureux de savoir qui t'a touché parce qu'on a décidé de le garder. C'est-à-dire les références israéliennes, on se demandait si ça allait parler aux lecteurs français aussi. Celle-ci, en l'occurrence, c'était certain que ça pourrait parler. Moi, je mettrais quand même un petit bémol, enfin, à la comparaison, c'est que les Juifs en Pologne, ils étaient en Pologne depuis des siècles et des siècles. C'est-à-dire que certes, ils parlaient yiddish, enfin, c'était une culture non polonaise, linguistique en tout cas, et puis même religieuse, etc. Mais non pas que les Érythréens et les Soudanais de Tel Aviv soient des sous-hommes parce qu'ils ne sont en Israël que depuis 10 ou 20 ans. Mais en Pologne, c'est quand même ce regard xénophobe que peuvent avoir les Israéliens sur les immigrés soudanais et érythréens. Il était à l'égard de compatriotes depuis des siècles, de gens avec qui on vivait depuis des siècles. Je ne sais pas si Béni, vous voulez rebondir? Oh, je suis complètement d'accord. Mais je suis sûr que même les petites histoires de ces Soudaniens sont assez intéressantes et j'attends les livres qui va raconter leur histoire aussi. Et en fait, justement, ce passage m'a marqué parce que ça montrait à quel point toutes ces rues-là, tous ces individus, tous ces destins de vie
ne seront jamais racontées. Là, Bénimer en fait un livre et c'est merveilleux. On ne pourra pas évidemment faire des livres sur chaque rue qui existe, ça c'est une certitude, mais en tout cas, on a l'impression que chaque population, chaque individu mériterait un livre justement sur sa propre rue. Et je trouve ça extrêmement poignant que vous ayez fait cette comparaison qui, pour moi, reflète véritablement l'ensemble du livre et votre intention de départ de faire revivre ces gens-là, cette rue-là, cette ambiance-là, ces odeurs, et qui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Hélène, est extrêmement poignant. Sandra? Oui, je pense que ma question elle va être liée avec ce qui vient d'être dit, parce que vous faites aussi une référence au livre de Modiano, Dora Bruder, et vous dites que Smoche est la recherche mélancolique de la rue perdue. Je voulais que vous essayiez de nous expliquer un petit peu ce qui, pour vous, relève de la mélancolie, en fait, dans ce que vous avez écrit ici. La mélancolie, pour moi, c'est vraiment c'est évident, parce que c'est comme chez Modiano. Alors, je pense que je cherchais quelque chose qui n'existe plus. Et c'est vrai que je cherchais même la musique de ces recherches, de ces pas et des échos de tout cela. Et c'est vraiment, peut-être c'est même la nostalgie, parce que le sujet n'existe plus. Donc, nostalgie, c'est aussi une sorte de grossière, mais pourtant, je pense que et j'avoue d'avoir cette tendance-là aussi. Est-ce que je peux prendre la parole? Pardon. Allez-y, tous les deux. Pas ensemble. Allez-y, Sandra. Merci, Gilles. Vous parliez de nostalgie là, à l'instant. Je me disais que c'était peut-être aussi en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure. Vous étiez senti habitant de cette rue, en fait, et que finalement, vous êtes nostalgique d'un éloignement de cette rue dans laquelle vous avez habité, du fait d'avoir écrit sur elle. Je pense qu'il y a un lien, sans doute. Oui, je suis complètement d'accord. Il y a une femme qui m'a raconté une anecdote assez intéressante. Après d'avoir lu le livre, elle m'a raconté que, vous savez, il y a des gens racontent de ces odeurs, d'oignons et de, je sais pas, Oignons frits. Oui, c'est ça. Oignons frits de la rue Smoche, de ce quartier. Alors, il y a une femme qui me racontait qu'il y a 20 ans, elle est revenue à Leningrad. Ça veut dire elle a grandi à Leningrad, elle est revenue à la maison où elle a grandi avec une amie israélienne. Et en entrant ces bâtiments, l'amie israélienne a dit ça pue de, je sais pas, des choucroutes, de la sueur, tout cela. Et là, cette femme qui a grandi à Leningrad a dit ça sent de la maison. Donc c'est vraiment je ne sais pas exactement pourquoi j'ai raconté cette anecdote, mais je pense que c'est vraiment qu'on peut les trouver de ces manières aussi. C'était intéressant aussi ces odeurs-là qui font partie des préjugés. On se rappelle d'un ancien président de la République qui avait parlé d'odeurs, notamment pour stigmatiser un peuple. C'est pas si anodin que ça, l'odeur des quartiers, l'odeur justement de cet oignon frit, qui est extrêmement frappant là aussi. Ça rejoint aussi cette comparaison avec Israël et les immigrés soudanais et érythréens, mais j'ai l'impression que vous n'avez rien fait au hasard au final. C'est extrêmement subtil, c'est plus subtil que ça n'y paraît, et ce n'est pas simplement une description, en effet, comme l'a dit Hélène également tout à l'heure, une description des immeubles. C'est beaucoup plus que cela, et ça traduit aussi
l'ambiance de l'époque, si on peut appeler ça une ambiance, puisque c'était parfois extrêmement pauvre et froid. Gilles, tu voulais rebondir? Oui, je voulais dire, Sandra, que une fois, il m'est déjà arrivé de le dire, donc je vais peut-être me répéter un petit peu, mais une fois que Benny m'avait invité à dîner, j'étais devant son ordinateur et j'ai vu son fond d'écran. Il avait fait un montage. Il y avait une des rues les plus célèbres de la Varsovie juive qui s'appelait les Nalewkes. Et il avait fait un montage et il s'était mis au milieu de la rue. Donc, une photo des années 30 avec lui en pied au milieu de la rue. Donc, quand vous dites, on a l'impression que vous avez habité cette rue pendant votre recherche, c'est tout à fait judicieux. Et Anthony, quand tu disais, on ne va pas pouvoir écrire un livre sur chaque rue de la Varsovie juive, je voudrais juste préciser qu'à partir de 1943, tous les juifs survivants, enfin ceux qui étaient aux États-Unis, en France, en Argentine, en Palestine, puis Israël, en Australie, etc., se sont unis par lieu d'origine pour écrire un livre sur leur lieu d'origine, sur leur bourgade, sur leur shtetl, sur leur ville, sur leur quartier juif d'origine. Et ça a donné lieu à peu près 500 ou 600 ou 700 livres de la Lodge juive, la Varsovie juive, la Mogelnitsa juive, la Pultusk juive, etc. Et maintenant, donc c'est des livres qui font 200, 300, 500, parfois 800 pages. En général en yiddish, parfois en yiddish et en hébreu, parfois aussi dans des langues européennes, en tout cas pour certains chapitres. Et maintenant, c'est des sources extraordinaires à la fois pour les historiens et pour les généalogistes, les gens qui font recherche de généalogie, qui peuvent retrouver des traces de leur famille dans ces livres. Donc ça, c'est vraiment une démarche très juive de remplacer les tombes qui n'ont pas pu être, puisque les gens sont partis en poussière, en cendres, par des mémoriaux de papier qui s'appellent les livres du souvenir, Yiskerbir. Est-ce que vous avez tous les deux en projet de publier une anthologie, les meilleurs moments de ces meilleurs moments? On ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, les moments phares de ces destins. Est-ce que c'est en projet? Est-ce que c'est une idée qui vous est venue? Au sourire d'Anne-Sophie, j'imagine que oui. À propos de ces livres? Oui. Alors, bon, il y a un livre qui a été publié au début des années 80 par Itzhak Niborski et Annette Wiewiórka, l'historienne, qui s'appelle Les livres de souvenirs, qui parle justement de la rédaction de ces livres et qui retranscrit un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, non, c'est pas... Alors, mon sourire, c'est parce que moi, j'ai évidemment peu de connaissances. Je n'ai pas la connaissance que j'ai de l'intérieur des Yiskerbir, mais je m'y suis intéressée pour faire des recherches pour des proches qui lisent pas du tout le yiddish. Et du coup, je me suis penchée dans 2 ou 3 Yiskerbir. C'est hyper touchant parce qu'on trouve en effet le grand-oncle, le frère de quelqu'un qu'on connaît, enfin bon, bref. Mais c'est toujours très factuel et c'est pas du roman. Donc, évidemment, on sait que ça finit mal avant même de commencer. Et c'est parfois fastidieux à lire. Donc, c'est pour ça que je souris parce que moi aussi, j'ai eu ce rêve d'en faire quelque chose d'un roman lisible ou de quelque chose de lisible. Mais en fait, c'est très lisible pour ceux qui sont déjà touchés affectivement par la géographie ou par la famille ou autre chose. Mais en soi, c'est quand même très, très fastidieux à lire. Ouais, je comprends. Avant de passer la parole à Eva, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas à le mettre en avant parce qu'ils le méritent. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci. Eva, c'est à toi. Du coup, j'avais la main sur la photo. C'est à nouveau moi, oui. Alors, je me demandais, Benny, après avoir travaillé sur ce projet qui vous a pris tant d'années, qui a demandé tant de recherches, voilà, je voulais savoir si vous travaillez sur quelque chose actuellement et sur quoi, et si vous aviez l'énergie de repartir dans un projet aussi long, complexe et foisonnant. Oui, alors... Maintenant, je viens d'achever la traduction d'un de mes sources principaux de ce livre. C'est un livre qui s'appelle
la Varsovie juive, peu étonnant, et par Moïse Sonnenschein. C'est un écrivain, un journaliste de la Varsovie d'avant-guerre. Et puis, bien sûr, il y a plein des histoires que je viens de traduire en hébreu en ce sujet, mais je pense que je jurais de ne pas revenir, de ne pas réécrire l'histoire d'une autre rue de la Varsovie. Et bon, il y a tant de thèmes. Et peut-être un jour, je vais revenir à la question qui m'intrigue beaucoup, et la question de la conscience, c'est la première fois où je m'exprime, alors la conscience de la fin pardon, du judaïsme polonais. Donc, j'ai l'impression que ces juifs savaient que c'est la fin de plusieurs aspects. Donc, je vais vraiment faire inquiéter enfin, je voudrais savoir moi-même la réponse. J'espère que c'était clair. J'espère que c'était... Ça l'était. Oui, c'est très clair. Merci. J'aimerais, Benny, que vous reveniez sur la masse de population dans chaque immeuble, parce qu'elle est assez incroyable. Il y a une certaine densité dans chaque immeuble, dans chaque rue. Est-ce que vous pouvez expliquer, notamment pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, la masse de personnes qu'il y avait dans chaque numéro de rue? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait 60 ou 62 bâtiments dans la rue Smoche, mais presque chaque bâtiment était composé de centaines des habitants. Et chaque bâtiment, je ne sais pas si ça existe, ou bien la rue, ces bâtiments de 209 rue Saint-Maur, c'est assez pareil parce que c'est 3 bâtiments qui entourent un cours ou plusieurs cours à l'intérieur. Donc, il y avait 3 bâtiments dans chaque bâtiment, en effet. Et puis, la plupart la plupart habitaient dans une pièce. Ça se dit comment, chambre de... Oui? Une pièce, oui, une pièce. Oui, c'est ça. Une pièce ou le maximum 2 pièces. Et donc, il y avait chaque famille habitait dans une pièce, ou même, comme j'ai déjà dit. Donc, c'est vrai que le témoignage rend compte de 800 d'habitants dans chaque immeuble. Donc, si vous calculez, si vous faites les calculs, alors c'est vraiment, ça sort 40 000 habitants dans cette rue de Smoche, 50 000, je ne sais pas exactement la somme exacte, mais c'est ouais, environ. Avant de passer à la lecture d'un extrait de Benny en hébreu et en français de Gilles, j'avais une dernière question, notamment sur les talents qu'il y avait dans cette rue, parce qu'il y en avait quelques-uns, peu, mais il y avait des talents, et notamment littéraires. Et la deuxième question sur vos influences, sur vos propres influences. La rue Krochmalna, rendue célèbre par Isaac Bashevis Singer, a dû peut-être faire partie de ces influences-là, mais de quels écrivains vous sentez-vous le plus proche? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait plusieurs talents. Je suis persuadé qu'il y avait les talents assez connus comme Biene Meller, que j'ai déjà cité ses poèmes, mais il y avait d'autres poètes, d'autres écrivains qui habitaient la rue Smoche. Et là, il y avait aussi un lauréat du prix Nobel que j'ai découvert après d'avoir écrit le livre,
et je suis sûr que parmi ces habitants, ces enfants de la rue Smoche, et on pouvait trouver encore des lauréats de prix Nobel en avenir. Et vraiment, c'est vraiment, je suis persuadé de ça. Et puis, comme Yitzhak Bashevis, par exemple. Et puis, c'est vrai que lui-même il m'a inspiré et Yitzhak Bashevis a également écrit de la rue Smoche aussi. Donc, c'est dans une manière différente complètement, mais vraiment, il était une inspiration. Et il y avait d'autres. Je suis, ouais, vous, oui. Alors, dans ma rue, il n'y a pas de prix Nobel. Ça, c'est une certitude. Ici? Dans la mienne, dans la mienne. Ah, si, pardon. Dans la mienne, il n'y en a aucun, ça c'est une certitude. En tout cas, pas pour l'instant, mais on va passer justement à la lecture d'un extrait du livre que vous nous avez choisi, Benny, et donc qui sera lu en français par Gilles, il me semble. Benny, c'est bon? Oui. Alors, Oui. écrit, le lire en hébreu ou, Oui, on commence okay. par l'hébreu, Avec bien plaisir, sûr. Ouais, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent j'espère beaucoup. זה המקום להודות. שוב ושוב אני מבקש להציג את הגיוון של סמוטשה ולהראות את האושר שבתוך הדלות, את הטוב שברא ואת ילדי הרחוב שאמורים היו לנחול עולם. אבל נראה שאני עצמי לא הייתי מגיע לסמוטשה לולא אותם ילדי הבייגלח, ילדים כמו גיטלה ולייזר. התוודעתי להם לראשונה כשהייתי ילד וצפיתי בסדרה עמוד האש, שביקשה להציג פרקים בתולדות הציונות, סרטים מבית אלפא למשל, וסרטי צבע של תל אביב בשנות ה-30 של המאה ה-20. והנה עברה הסדרה במפתיע, למשך כמה פרקים, לאירופה הכבושה, ולראשונה התגלו לי הסרטים שצולמו בגטאות וכל השאר. עד אז לא הורשיתי לצפות בסרטים כאלה, אבל עמוד האש נראתה להוריי מסגרת חינוכית ראויה שאפשר לסמוך עליה, ואחר כך לא היה אפשר להשיב את הנעשה ולמשוך אותי בחזרה. שקעתי והלכתי במצולות הללו, ובתדהמה גיליתי בפרק ה-13 את גטו ורשה, כפי שצולם בסרט תעמולה נאצי ב-1942. הסרט הידוע מציג את האנשים הכלואים בו, ובין השאר גם את ילדי הרחוב, המבריחים הקטנים שנתפסו ליד החומה ולעיני המצלמות פרקו את הירקות שהחביאו מתחת לבגדים. זו הייתה חמלה רבה ומיידית, אבל גם הזדהות גדולה. הרגשתי כאילו אני אחד הילדים הללו, ואלה הם חבריי האמיתיים. כמותם, להבדיל כמובן, הייתי ילד מחביא ומבריח, מבוהל מהעולם שמבחוץ, ומסתגר במחבואים שונים ומשונים. שם הרגשתי בנוח, ולשם הייתי בורח במחשבותיי כדי להירגע ולרדם. אהבתי לשבת סגור בארון הברדים, בגדים פשוטו כמשמעו, וכשהלכתי לישון התכווצתי בדעתי במחבוא כלשהו במרתף או בעליית הגג. באותם ימים הייתי בטוח שאני ילד יחיד בעולם מסוגי, והמחשבה הזאת דחפה אותי להתחבא עוד יותר. דווקא מפני שהוריי היו ילדי שואה בעצמם, ידעתי שאסור לי לצייר אותם בדמיונותיי. עם השנים הבנתי כמובן שהיו עוד ילדים יחידים כאלו בקרב בני דורי, וגם אני עצמי הלכתי והתרחקתי מילדי הבייגלח. מצאתי חברים חדשים, ואף על פי כן ליבי לילדים הללו. היום איני רוצה רק לרחם עליהם, להתכווץ מצער אם חלקו גורל דומה לזה של גיטלה. יחס כזה הוא צפוי ומתבקש מדי, ויש בו קור טוב של הצדקה לגורלם, כאילו לא יכול היה לצפות לילדים הללו אלא סוף טרגי. יהודי פולניה, כתב המחנך העברי חיים אהרון קפלן ביומנו ב-10 במרס 1940, המדוכאים והרצוצים, הבזויים והשפלים, הם אוהבים את החיים ואינם רוצים להסתלק מן העולם לפני זמנם. אדרבה, אני רוצה להכיר את החיים הללו, שלא נחשבו כל כך ולא תמיד קל להוקירם, כמו היחס שזוכים לו לוחמי המחתרת בגטו ורשה מהבונקר ברחוב הסמוך במילה 18. גיבורים כאלו קל יותר להציג כמופת לחיים ראויים מאשר את המוני הילדים האלמונים שחייהם הגיעו לקיצם בגטו ורשה ובטרבלינקה. אבל אני רוצה להתוודע עליהם כאילו כל החיים לפניהם והם ראויים לאהבה ככל אדם וכשאר ילדי העולם. אני רוצה להכיר אותם לעצמי ולכם, ולשם כך צריך
להמשיך ולחזור לרחוב עצמו, לחפש את עקבותיהם. Merci beaucoup. Merci à vous, Béni. Gilles, c'est à toi. Alors là, c'est le couperet qui tombe, hein, pour ceux qui ont compris ce qui était écrit en hébreu. Enfin bon. Malgré la diversité de Smotche, malgré la richesse que recèle sa pauvreté, je dois avouer que je ne serais pas arrivé à Smotche si ces enfants au bagel, ces Gittele et Leiser n'avaient pas existé. La première fois que j'en ai enfant, c'était dans la série Amud Ha'esh, dont l'objectif était de présenter des chapitres de l'histoire du sionisme, entre guillemets. Sans crier gare, après des épisodes filmés au kibbutz Beit Alpha ou dans la Tel Aviv des années 1930, la série passe à l'Europe occupée. Je découvre alors pour la première fois des séquences filmées dans les ghettos et tout ce qui s'ensuivit. Je n'avais jamais été autorisé à voir ce genre de film, mais comme Amud Ha'esh avait une visée éducative très honorable, il avait semblé à mes parents qu'ils pouvaient me laisser la voir en toute confiance. Ensuite, il leur fut impossible de faire marche arrière et de me récupérer. Je me suis immergé dans ces eaux profondes. Au 13e épisode, j'ai découvert avec stupéfaction le ghetto de Varsovie tel qu'il avait été filmé en 1942 à des fins de propagande. Ce célèbre film montre ceux qui y sont enfermés, dont les enfants des rues, petits attrapés à proximité du mur d'enceinte et qui, devant la caméra, sortent les légumes dissimulés sous leurs vêtements. Sur le moment, j'ai été très ému et je me suis instantanément identifié. J'avais l'impression d'être un de ces enfants. Ils étaient mes véritables amis. Comme eux, toute proportion gardée, bien entendu, je vivais dans la clandestinité, terrifié de l'extérieur et me dissimulant dans diverses cachettes, toutes plus étranges les unes que les autres. Je m'y sentais bien. Je pouvais me réfugier dans mes pensées jusqu'à trouver le sommeil. J'aimais m'enfermer dans la penderie, littéralement, et quand je me couchais, je me recroquevillais comme si je me cachais dans une cave ou un grenier. À l'époque, j'étais persuadé d'être le seul enfant au monde à être ainsi. Et cette pensée me poussait à me dissimuler davantage. Comme mes parents étaient des enfants du génocide, je m'interdisais de les encombrer avec mon imaginaire. Les années passant, j'ai bien sûr compris que je n'étais pas le seul de ma génération à réagir ainsi et je me suis éloigné des enfants au bagel. Je me suis fait de nouveaux amis, mais mon cœur est resté dévoué à ceux-ci. Aujourd'hui, je ne veux pas les prendre en pitié, ni me laisser envahir par la tristesse s'ils ont connu le même destin que Gittele. Au contraire, je veux tout connaître de leur petite vie sans aspérité, peu admirable, à la différence des combattants clandestins dans leur bunker situé à côté. Il est plus aisé de faire des héros les paradigmes d'une vie exemplaire plutôt que de ces enfants anonymes qui ont fini leur vie au ghetto de Varsovie ou à Treblinka. Mais je veux faire leur connaissance pour moi-même et pour les remettre en lumière. Il me faut donc retourner à cette rue afin de suivre leurs traces. Excusez-moi, je suis un petit peu ému. Normal, merci. Merci Gilles. Peut-être que pour finir, Gilles ou Anne-Sophie, est-ce que vous pourriez parler du prochain roman en janvier qui va sortir? Là, je prends la parole parce que Gilles, en fait, là, on le fait passer de là, Anthony, c'est... Non, j'exagère. Alors, en janvier, rien à voir en janvier. En janvier, on sort un polar. Enfin, je dis rien à voir. S'il y a un point commun, Béni, c'est que l'auteur est israélien. Voilà, et que le livre a été écrit en hébreu. Je vous le présente juste parce qu'il vient d'arriver de chez l'imprimeur. Ça s'appelle... Ah non, et puis il est à l'envers. Non, c'est bon, parfait. On le voit parfaitement. Polar. Bon, pas forcément là. C'est un polar, donc Le silence est d'or. Écrit par Le silence est d'or, écrit par Yonatan Sagiv. Et Yonatan Sagiv avait déjà écrit, on avait fait traduire un premier roman qui s'appelait Secret de Polichinelle. Et donc le héros, on le retrouve ici, qui est un détective privé improvisé,
qui est complètement un héros, mais plutôt anti-héros, qui est de Tel Aviv et qui, à part toutes ces histoires à lui, se trouve confronté à une intrigue policière. Voilà. Mais c'est très drôle, c'est très fin, c'est très Tel Avivien. Voilà. Tu connais Benny? Tu connais Jonathan Sagiv? Non, malheureusement, non. Voilà, non. Donc, c'est en effet deux textes Tel Aviv, c'est pas un différents. shtetl. Non, là, c'est pas un shtetl. Il est temps de vous remercier tous les trois et tous ceux qui ont participé ce soir à cette belle rencontre. Pour ce très joli livre, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore craqué, allez-y parce qu'il témoigne de quelque chose et avec un style très particulier et singulier. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Pour le coup, je vous rappelle que nous avons reçu l'Antilope à plusieurs reprises et que vous pouvez retrouver toutes les rencontres en replay sur YouTube ou en podcast sur toutes les plateformes, avec notamment Ludovic Herman-Vanda et tant d'autres auteurs que nous avons déjà reçus avec un immense plaisir. Merci à tous les trois. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, merci Anthony, merci Benny. Et à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Merci Benny. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous.